Merci d'être avec nous. Vous avez pu suivre Agnès. Bonjour. Ah oui, Bonjour j'ai à bu ses vous, paroles. François-Olivier. Vous avez bu les paroles d'Agnès Bu, Verdier-Molinier? absolument, elle est Ah oui, formidable. vous êtes d'accord sur tout? Ouais. Vous, la Sauf retraite, il n'y a peut-être pas de sur, retraite pour vous? peut-être sur un point. Non, non, peut-être sur un point. C'est que, bon, 64 ans, c'est déjà ça. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'elle disait à propos d'Éric Ciotti. Moi, j'ai envie de saluer la décision d'Éric Ciotti. C'est très inattendu, parce que c'était vraiment l'opposant, pratiquement un des opposants les plus résolus de Macron au sein de LR. Et en faisant ça, je pense qu'il fait un geste. Enfin, on attend depuis longtemps, d'ailleurs, ce type de position des uns et des autres. Il y a un intérêt national. L'intérêt national, pour l'instant, c'est 64 ans. Évidemment, je préfère comme elle 65 ans, parce que ce serait. Et puis même peut-être 66 ans. Enfin, vous commencez à être sérieux. 67. Oui, oui, non, mais attendez, Vous je aussi comprends. Mais 67, mais évidemment, regardez l'Italie, c'est 67 ans. Regardez ce que font toute une série de pays. C'est évident, ça nous donne de l'air. La situation financière est absolument apocalyptique. Alors moi, je ne suis pas un décliniste, je ne pense pas que tout est foutu. Je pense simplement qu'il faut prendre des décisions. Et ces décisions, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on les attend. Et ça ne vient toujours pas. Et là, on a un Emmanuel Macron qui fait, comment dire, je ne sais pas trop, j'avais dit dans votre émission sur Europe, c'était un danseur de claquettes. Mais en fait, oui, mais en fait, ça relève peut-être aussi un peu du cirque. Il y a un côté trapéziste, vous voyez, comme ça. Il y a un côté. Oui, 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 oui. Petit pas. Non, 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 pas du tout. Non, 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 c'est le yin et le yang. C'est-à-dire ça, c'est une philosophie chinoise dévoyée. Dévoyé, puisque le yin et le yang, comme vous le savez, c'est le jour, la nuit, le soleil, la lune, le feu, l'eau, c'est-à-dire la contradiction en permanence. Bon. Et simplement, c'est dévoyé parce que ça aboutit plutôt à ce que Gérard Collomb, un petit... Comment dire, un petit salut à nos amis lyonnais qui souffrent tellement sous l'actuel maire, après avoir Gérard Collomb qui était un grand maire, et Gérard Collomb qui dit très justement la politique du zig et du zag. Ça transforme d'ailleurs un peu le... C'est plus le yin et le yang. C'est le zag. Ben oui, parce qu'on ne sait plus trop. Et de toute façon, c'est l'alibi pour ne rien faire. C'est-à-dire, à l'arrivée, on ne fait rien. Moi, je regarde le bilan de Macron depuis le début, depuis 2017, je cherche. Oui, oui, sur un ticket de métro, je vais noter 2-3 trucs, notamment la réforme de la SNCF. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Et ça, la retraite, ce sera, disons, une réforme à minima. Bon, et bravo à Ciotti, disons, d'avoir soutenu au moins ça. Mais est-ce que c'est pas aussi ce que veulent les Français, une forme de statu quo, finalement? Et c'est ça qui est difficile, justement, c'est de faire bouger les choses, parce que, on voit bien sur les retraites, les sondages montrent qu'ils sont contre. Alors, on aboutit. Paradoxe. Non, et vous avez tout à fait raison, mais on aboutit à ça, Nicolas Barré, quand on ne fait pas de pédagogie. Les Français ne sont pas des débiles. C'est vrai qu'on les traite comme des enfants, c'est-à-dire on leur donne de l'argent, dormez les petits, etc. On leur explique rien, on leur fait croire que l'inflation, c'est la guerre en Ukraine. Enfin, c'est une vaste foutaise. Moi, je n'ai pas des équipes comme Agnès Verdier-Molinier pour travailler pour moi, mais comme petite éditorialiste qui s'est intéressée à l'économie aussi à une époque, j'ai écrit déjà depuis longtemps qu'on allait avoir de l'inflation. C'est évident. Dès l'affaire du Covid. Et quand la Banque Centrale Européenne a commencé à faire tourner la planche à billets, on savait que les prix allaient augmenter. Là, on nous fait croire, c'est-à-dire on nous prend absolument pour des cons, que c'est la guerre en Ukraine. Bon, ça joue un peu la guerre en Ukraine, mais c'est pas fondamental. Ça continue d'ailleurs, ça ébranle des économies comme l'économie allemande. Mais enfin, c'est pas la cause de tout. Olivier Gisbert, comment vous expliquez ce paradoxe chez Emmanuel Macron qui veut quand même marquer l'histoire, et on imagine que tout président le veut, par des réformes, forcément, par des bouleversements, et qui aboutit à ça, le zig et le zag, le yin et le yang. Pourquoi Je pense que... Qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense qu'il y a un problème de narcissisme, il faut dire les choses, on va parler vrai. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se regarde beaucoup dans la glace. D'ailleurs, on l'a vu à l'occasion du mondial, ces scènes absolument horribles avec quand il essayait de consoler devant les caméras, bien sûr, c'était devant les caméras. Carrément, oui, Ah oui, 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 Didier Deschamps qui était un peu gêné, qui s'en allait, Mbappé qui était embêté aussi devant ses... Puis pourquoi il lui prend la main pour la mettre... Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Voyez. Alors à côté, c'est quelqu'un de... On voit très bien qui peut être très sympathique quand on voit les rencontres... du papotin, il est formidable. Là, il est formidable parce qu'il est vrai, il est capable. Et je dirais même, il a des bonnes intuitions. Par exemple, son combat pour la défense européenne, c'est un combat très juste. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est rien du tout. Combien de divisions l'Europe? Rien. Bon, Olaf Scholz l'a compris, mais hélas, il rentre pas, il fait pas ça dans le cadre de l'Union européenne. Donc, il a des bonnes intuitions, mais simplement, ça ne va jamais au bout. Pourquoi? Je vais vous dire, c'est très simple. Parce qu'il ne délègue pas. Si vous comparez le général de Gaulle, François Mitterrand, tous ces grands présidents, ils avaient autour d'eux des gens qui les détestaient et ils s'en foutaient.
il voulait qu'ils bossent. Vous savez, quand vous avez une petite PME, par exemple, j'imagine vous êtes maçon, vous avez 2-3 ouvriers, il y en a peut-être un ou deux qui vous détestent, mais ils travaillent très bien. Eh ben, on est content quand on est patron. Donc Mitterrand, ça l'a pas empêché de mettre Rocard comme Premier ministre. Giscard, il a pris Chirac. Quand même les détails. Pardon ? Giscard était plus dans les détails, un peu comme Macron de ce point de vue. Un peu plus, mais quand même, c'est vrai qu'il y a eu tous ces problèmes avec Chirac quand il était Premier ministre, mais après, quand il prend Barre, Barre fait un peu ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il faut, en politique, il faut déléguer. Et De Gaulle, il n'était pas gêné pour prendre Pinet, qui le détestait, qui disait du mal de lui dans les dîners en ville et n'avait rien à foutre. Parce qu'il pensait que c'était important d'avoir Pinet au début pour la politique qu'il voulait mener. D'ailleurs, très intéressant De Gaulle, excusez-moi, très intéressant en 1958, n'oubliez pas, le plan de rigueur Rueff, Pinet, qui est vendu par Pinet, mais en fait, c'est le plan de rigueur de Rueff, qui est un personnage important sous le Front populaire, qui est un anti-keynésien hystérique, c'est-à-dire qui veut rétablir tous les comptes et qui fait un plan de rigueur Maus, d'une violence dingue. Bon, je suis désolé, c'est passé. Et 2-3 ans après, la France avait presque une croissance à la chinoise. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Soit on continue dans les bêtises pendant des années et on dégringole le toboggan, parce que c'est bien ce qui est en train d'arriver, mais à un moment donné, il faudra s'arrêter. Donc les Français, je pense qu'il faut leur expliquer. Ils comprennent. D'ailleurs, regardez la popularité de Barre. Barre, il a quand même gagné des élections législatives de 78 qui étaient perdues d'avance parce que les Français se disent oui, mais finalement, bon, c'est-à-dire, je pense qu'il faut expliquer et ne pas raconter des carabistouilles. Comme des carabistouilles, comme on il y a quelques mois à peine, vous présentiez Emmanuel Macron comme un président un peu déprimé, presque un peu dépressif. C'est toujours votre lecture de son tempérament ou il a repris du mieux? Non, je pense qu'il a repris un peu de mieux, on le voit bien, mais parce que je pense que d'ailleurs, il y a un peu de combat maintenant, donc il a repris un peu. Mais on voit très bien, enfin, excusez-moi, mais quand il a été élu, on a l'impression que c'était le plus mauvais jour de sa vie, vous vous souvenez, enfin, c'était... Mais il a l'énergie d'un grand réformateur? Non, c'est-à-dire que je pense d'abord, non, il a de l'énergie. Mais il n'a pas la méthode. Il peut la trouver, parce que comme je l'ai souvent dit, c'était un peu méchant le mot de stagiaire autrefois, c'était au début de son mandat, le premier mandat, mais il apprend, il ne sait pas. Attendez, faut arrêter, on a pris quelqu'un qui a été ministre vaguement pendant quelques mois, ministre de l'économie, après avoir été surtout banquier ou travaillé dans les cabinets, il ne sait pas ce que c'est que le pouvoir. Est-ce qu'il sait ce que c'est que la France, finalement? Mais c'est une vraie question. Là, je me réfère plutôt aux oppositions, hein, qui dénoncent souvent un lien distendu entre Emmanuel Macron et la France. Là, on l'a vu, par exemple, aux prises avec les boulangers et artisans. Il a repris la main. Il a vu que son gouvernement ne faisait que proposer guichet et numéro vert. Il a même dit, mais numéro vert, je l'ai essayé moi-même. Regardez, ça ne marche pas. Est-ce qu'il sent cette France-là qui se lève tôt, qui veut travailler et vivre dignement de son travail? Disons, au départ, il ne les sentait pas du tout. Je pense quand même qu'après la crise des Gilets jaunes, il s'est passé quelque chose. Je pense quand même qu'il est obligé d'écouter, de regarder. Attendez, il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire d'Emmanuel Macron. C'est pour ça que moi, je ne suis pas un opposant hystérique. Je reconnais qu'il essaye de faire des choses, mais il n'a pas la méthode. Et on peut dire une chose, c'est qu'il est très intelligent. Ça, c'est sûr. Mais vous savez, l'intelligence, oui, c'est l'intelligence. Vous savez, on dit toujours les narcs, oui, ça fonce dans le mur en klaxonnant, parce que c'est comme ça. Et donc, il lui manque la méthode. Ça viendra peut-être, mais commence à tard, hein, parce que le deuxième mandat, il est déjà un peu avancé. Donc il faudrait peut-être qu'il apprenne à déléguer, à prendre des gens qui ont un peu d'autorité. Et vous savez, les grands politiques par exemple dans un gouvernement, c'est emmerdant. Ils sont emmerdés. Mais attendez, il faut plein prendre de gens, plein de gens. Alors écoutez, par exemple, la seule personnalité un peu forte qu'il a au gouvernement, c'est Bruno Le Maire. Tous les autres, il a coupé toutes les têtes. Hein. Pourtant, on ne peut pas dire que Jean-Yves Le Drian était quelqu'un d'emmerdant. Mais simplement, peut-être que dans les tête-à-tête hebdomadaires, qu'il a supprimé d'ailleurs avec son ministre des Affaires étrangères, il devait lui dire des choses, parce qu'il a peur de rien. Le Drian, c'est le duc de Bretagne, quoi. Bon, et non, mais c'est vrai, et ça l'embêtait même, ça. Donc, il y a juste Bruno Le Maire, parce que Bruno Le Maire, c'est embêtant politiquement. Ça, c'est vrai, il a compris que s'il vire Le Maire, ce sera... Et donc, à force d'avoir des gouvernements sans personnalité, vous n'avez personne qui vous parle, qui vous dit la vérité, qui vous dit mais pourquoi on fait ça, etc. Parce que c'est ça aussi la politique. C'est pas seulement la politique d'ailleurs, c'est une entreprise de presse, c'est n'importe quelle petite boîte. Donc vous voyez, quand on est, par exemple, banquier d'affaires, bah, on est tout seul, on invente. Comme il est intelligent, là il pense bien. Mais dans des équipes, notamment face à un pays, bah, vous n'êtes jamais de trop. Voilà, donc des gens, il y en a partout, il suffit de se... Par exemple? Oh ben, je sais pas, alors, si vous voulez, au Parti Socialiste, on va commencer par la gauche, il y a des gens exceptionnels. Bernard Cazeneuve, c'est un grand bonhomme.
il ne va pas reprendre Hollande, il le déteste, parce qu'évidemment, il l'a trahi. Donc, on déteste toujours ceux qu'on a trahis. Mais Bernard Cazeneuve, je ne pense pas qu'il l'ait trahi. C'était le dernier Premier ministre de Hollande. C'est quelqu'un de tout à fait remarquable. Stéphane Le Foll, le maire du Mans, c'est une personnalité exceptionnelle. Il déménage. Bon, mais ça, évidemment, peut-être que ces gens-là ne voudraient pas. D'ailleurs, à mon avis, ils ne voudraient pas parce qu'ils le connaissent. Et à droite, vous avez des gens remarquables. On peut faire des efforts. Il y a David Lisnard, le maire de Cannes. Bon, il n'épargne pas. Et alors, la politique, ça consiste aussi à travailler avec des gens qui vous aiment pas. Et bien justement. Et Laurent Wauquiez, bon, je pense que Laurent Wauquiez, lui, il a un destin national, il pense peut-être, faire autre chose. Il se voit plutôt le remplacer. Mais dans la politique, vous avez des tas de gens avec qui vous pouvez travailler. Christian Estrosi, qui fait un travail formidable à Nice. La liste est longue. Mais la liste est longue, non, mais on peut continuer. Non, mais tous ces gens-là, ils ne sont pas au gouvernement. Et je vais vous dire, la plupart ne voudraient pas travailler parce qu'ils voient comment ça marche avec les autres. Donc ils n'ont pas envie. Et continuons à en parler. Est-ce que c'était mieux avant, justement? Est-ce que les présidents avant, les grands responsables, justement, avaient ces poils à gratter et ces capteurs? C'est ce que vous dites dans la belle époque. On va continuer à en parler et explorer cette belle histoire contemporaine. À tout de suite. Et surtout notre invité, France-Olivier Gisbert, éditorialiste, auteur de très nombreux ouvrages, dont La Belle Époque chez Gallimard. Il y a de la nostalgie, mais de la nostalgie douce, dans tous les domaines d'ailleurs, France-Olivier Gisbert, pas seulement en politique, dans la chanson. Vous décrivez évidemment Brassens, Sanson, Dalida, en littérature aussi. Bon, c'était mieux avant. Oui, mais attendez, en politique, il y a ce qu'on appelle en économie, vous connaissez ça, des cycles de Kondratiev. C'est un économiste soviétique, Nicolas Barré ne me contredira pas, qui avait trouvé qu'il y avait des cycles de peut-être 50, 60 ans pour tous les pays sur le plan économique. Bon, étant lié à l'innovation, d'ailleurs, Schumpeter nous avait dit que c'était grâce à l'innovation. Et là, c'est vrai qu'on est en bas. Il y a aussi des cycles de Kondratiev culturels, politiques, mais ça reviendra. Moi, je ne suis pas du tout inquiet. La France n'est pas finie, elle est une longue histoire. Comme disait De Gaulle... Nostalgique, mais pas déclinique. Non, bien sûr, mais comme disait De Gaulle, on l'a enterrée 50 fois. Elle renaît toujours, elle repart, elle repartira de l'avant à un moment donné. Il faut simplement qu'on ait touché le fond. Et peut-être qu'on n'a pas encore touché le fond. Mais c'est où le fond, alors ? Le fond, c'est quand il y a les marchés financiers qui s'en mêlent, quoi. C'est-à-dire la crise grecque, c'est un peu ce qui nous guette si on continue comme ça. C'est ce que disait un peu en douce Agnès Verdier-Molinier, mais je pense que quand on regarde bien les courbes, les chiffres, Nicolas Barré ne va pas me contredire, on a quand même ce danger à terme. D'où la nécessité de se donner de l'air sur le plan économique, financier, avec la réforme des retraites, au moins qui fera rentrer de l'argent, parce qu'on ne peut pas s'endetter en permanence, y compris pour payer les retraites. Et puis quand on a une charge de la dette qui est déjà de 50 milliards, le jour où elle est à 100 milliards par an, c'est du délire complet, quoi. Il faut arrêter. Et puis il y a tous les cons, évidemment, qui vont vous dire « Mais non, mais c'est pas grave, on va effacer la dette. » Enfin, tout le monde sait que c'est impossible d'effacer la dette. C'est le Qatar ou la Chine qui la détient. C'était mieux avant. Est-ce que c'était plus de liberté avant? Par exemple, je pense à un épisode qui a beaucoup fait réagir, d'une conversation dans la revue Front Populaire entre deux Michel célèbres, Michel Onfray et Michel Houellebecq, qui a donné lieu à une plainte, mais finalement qui n'a pas été déposée par le recteur de la grande mosquée de Paris. Et d'ailleurs, on retrouve en exclusivité Michel Houellebecq dans le Point avec ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce qu'on peut encore tout dire aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des limites, et quand on essentialise une partie de la population, c'est normal qu'on soit assigné au tribunal? Je trouve ça absurde. Cette histoire est vraiment affreuse, qui montre à quel point on va très mal. Par exemple, c'est sûr que... moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit Michel Houellebecq. C'est-à-dire, quand on dit des Français, ça va. C'est des Français et c'est des musulmans. Moi, je sais pas, je vis à Marseille, je connais pas mal de personnalités dans la communauté musulmane. Elle est très diverse. Quand l'imam Chalgoumi, que les islamo-gauchistes, que le monde déteste, etc., vient à Marseille, il est bien accueilli. Moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu, c'est-à-dire que... Donc, elle est très diverse, cette communauté musulmane. Ils ne pensent pas tous pareil. D'abord, il y a surtout les anciens, les modernes, les jeunes, les vieux. Enfin, ils ne pensent pas tous pareil. Donc, on ne peut pas dire... Une fois que j'ai dit ça, Michel Houellebecq est un immense écrivain. C'est le grand écrivain français, c'est l'écrivain national. Ça peut embêter des gens, mais c'est la réalité. Il suffit de voir à l'étranger, etc. Et l'idée de le traiter comme si c'était une déclaration, je ne sais pas, d'Éric Ciotti ou de Clément Beaune... Et évidemment, tout ça était un espèce de grand dialogue qui a duré longtemps. Ça n'a peut-être pas été relu. Et c'est pas plus grave que ça. C'est-à-dire, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. La judiciarisation de tout,
C'est quelque chose d'absolument grotesque. La victimisation, ben je sais que c'est un vieux truc, il suffit de lire les livres de Bernard Lewis, la victimisation de la communauté musulmane, qui adore montrer ses stigmates, pardonnez-moi, c'est peut-être pas l'expression que j'aurais dû employer, mais c'est absurde. Vous savez, en France, il y a aussi une cathophobie. Il y a une cathophobie, c'est-à-dire qu'il y a des églises qui sont régulièrement saccagées. Et puis, c'est pas juste un petit saccage pour rigoler, c'est-à-dire on pisse pas dans le bénitier. On détruit tout, on casse les croix, etc. Bon, et ça, on le voit tout le temps. Puis il y a aussi des paroles, il y a des soi-disant humoristes qui sont de violence rare, mais ça ne gêne pas l'Église. L'Église n'a jamais fait de procès. Simplement, je pense qu'il faut un peu se calmer là-dessus. C'est-à-dire, on peut débattre tranquillement et dire, voilà, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Houellebecq, qui est quelqu'un de courageux, qui a un talent énorme. Bon, il dit ça, on peut dire on n'est pas d'accord, et de toute façon, il le corrige lui-même. Parce qu'évidemment, visiblement, il n'a pas relu. Puisqu'il le corrige, ça veut dire qu'il ne pensait pas, il a dit comme ça. Quand on parle, on dit des choses qu'on ne pense pas. Mais où est le drame? Mais comment on retrouve l'esprit de liberté, si je peux me permettre? Parce que vous parlez d'une liberté qui décline, d'une judiciarisation de la parole publique. Oui. Comment on retrouve cet esprit de liberté quand il y a toujours la possibilité d'un procès qui vous tombe sur le nez? Là, vous avez tout à fait raison. Et là, vous m'en trouvez quoi? Parce que le problème, c'est ça, c'est la judiciarisation de la société, l'américanisation de la société. Moi, je connais bien les États-Unis. J'étais déjà frappé il y a 30, 40 ans, 50 ans par la judiciarisation de tout, de toute parole. Et là, on est un peu là-dedans et c'est grotesque. Et c'est grotesque parce que, d'abord, ça ne correspond pas à ce qu'on appelle l'esprit français, qui est peut-être en recul avec la vague woke que vous connaissez bien, Mathieu Bocoté, la vague woke qui quand même ne cesse de monter. Alors moi je faisais partie des gens qui pensaient que ça ne progresserait pas dans ce pays à cause justement de l'esprit français. L'esprit français, alors je sais, Macron a déclaré qu'il n'y avait pas de culture française, qu'il y avait des cultures françaises. Mais enfin je suis désolé, j'ai envie de lui dire, il y a quand même un esprit français, quand on connaît un peu la culture française, ce qui est peut-être son cas, je ne sais pas, ben en tout cas il y a une continuité entre Montaigne, Molière, Voltaire, tout ça. Comment on retrouve l'esprit français, l'esprit de liberté? Eh ben, je crois que c'est le combat. C'est-à-dire de dire ce que je dis là, par exemple. Enfin, tout le monde. Et de ne pas suivre les moutons. Il y a une espèce comment dire, des armées de moutons qui se mettent en route à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a dépassé un peu les bornes ou qui a dit quelque chose. Mais c'est pas grave. Et puis de toute façon, comme j'ai dit d'ailleurs, et je pense ça vraiment ça a été toutes ces petites bêtises qui ont été dites par les uns et les autres sur Houellebecq, ce sont des petits graffitis en bas d'un grand monument national. Quand on voit qu'on le compare à Céline, non mais les gens sont tombés sur la tête, même le comparer à Aragon. Il y a l'œuvre et l'homme, c'est sûr, il faut distinguer les deux choses. Mais enfin, il a jamais fait, il n'est jamais allé jusque dans l'abjection de Staline, d'Aragon qui a été tellement stalinien ou de Céline qui a été tellement partisan du Troisième Reich à un moment donné de sa vie. Sur cet esprit français, vous dites dans le livre à un moment que c'est assez triste qu'on peut se sentir apatride dans son pays. Et je vous cite, quand il devient suspect d'aimer et de célébrer la France. Comment est-ce qu'on en est arrivé à pouvoir éprouver des sentiments pareils en fait? Laisser aller démagogie. Je crois que c'est vraiment la démagogie, c'est-à-dire, pour plaire aux jeunes. De toute façon, attendez, c'est normal aussi. Les jeunes, ils contestent toujours le pays dans lequel ils sont. On a vu ça. Les jeunes, c'était mieux avant, mais enfin, les jeunes autour de moi, mes amis, je suis désolé, Sonia Mabrouk, ils étaient complètement cons. Ils étaient maoïstes, ils étaient trotskistes. Je comprenais pas, parce que moi, j'étais à l'époque, je me définissais déjà comme social-démocrate de droite. Donc, je comprenais pas du tout. Et donc, la jeunesse, vous savez, c'est un mauvais moment à passer, ou disons, elle est gâchée par les jeunes, comme aurait dit Georges Bernard Shaw, mais c'est pas plus grave que ça. Et c'est pas parce que les jeunes sont toujours un peu pour tout détruire, ce qui est normal. Et puis c'est sain. C'est pas pour ça qu'il faut les accompagner. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de démagogie à tous les étages, à commencer par l'école, où c'est l'enfant qui est devenu roi. Vous voyez, donc on les suit. Mais non, on les suit pas. On n'a pas à suivre les enfants. Ça me paraît absolument évident. Et vous n'êtes pas pour autant désespéré. On va conclure par ça, François-Olivier Gisbert, parce que vous citez Mitterrand dans votre livre qui dit que dans les moments de découragement, il faut se plonger dans la France comme on prendrait un bain d'eau de mer revigorant. Donc j'imagine que tous les jours,
vous plongez. En plus, à Marseille, ça doit être plus pratique. Ah oui, non mais attendez, l'énergie, à Marseille par exemple, l'énergie, la jeunesse, la diversité qui ne me gêne pas. Et bien, vous allez pas, vous regardez à la France, il y a une énergie folle. Il y a l'éducation. Je fais souvent des tournées dans les lycées, mais c'est formidable. Il y a des profs absolument partout qui se battent, moi, je dirais ce pays, il n'est pas du tout foutu. Je dis juste qu'il y a besoin, et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est le délitement général de l'autorité. Vous savez, ça commence par Macron et ça va jusqu'en bas. Et c'est ça le problème. Il faut revenir là-dessus. Ça veut dire aussi, de temps en temps, un peu de sanctions. À la sanction, je pense que on fait ça déjà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient. Et il y aurait plus, par exemple, cette opération absolument dingue du château de Grignon, vous avez vu, où vous avez des objets absolument qui valent des sommes faramineuses qui ont été vendus par l'État pour absolument que dalle, parce que c'est l'incompétence, le je m'en foutisme à tous les étages, à commencer par les RATP quand vous prenez le métro à Paris, mais ça doit être pareil en province. Rien ne marche. Il y a des incidents techniques qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des boulons qui sautent ici ou là, etc. Non, non, il y a des choses qui clochent, quoi. Et puis l'État, au lieu de faire la pédagogie, dit on va dépenser plus. Enfin, le problème, c'est pas de dépenser plus, c'est de dépenser mieux. Tout est dit. Finalement, on pourrait presque retrouver la belle époque, mais d'abord, retrouvons-la dans les librairies avec votre ouvrage chez Gallimard, François-Olivier Gisbert. Merci d'avoir été notre invité. Merci pour cette énergie. Merci. En ce dimanche, et je remercie mes camarades Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté.